Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, le second tour de l'élection présidentielle se joue ce dimanche pour 5,3 millions de Tunisiens. Les électeurs doivent départager le président sortant, Moncef Marzouki, du leader du parti Nida Tounes, Béji Caïd et Essebsi. En Côte d'Ivoire, le Conseil national de la presse deviendra bientôt une haute autorité de la presse. Objectif, réguler le statut des journalistes et simplifier les conditions financières pour créer des entreprises de presse. La lutte contre le virus Ebola doit mobiliser les instances internationales. C'est le message délivré par le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, en visite officielle en Guinée samedi. Il a tenu à assurer le pays du soutien des Nations Unies. 124 bureaux de vote ont ouvert depuis quelques heures en Tunisie. Plus de 5 millions de citoyens sont attendus aux urnes. Des Tunisiens qui devront choisir entre Béji Caïd Essebsi, ancien ministre du premier président Habib Bourguiba en 1957, ou Moncef Marzouki, président de la transition au cours de ces 3 dernières années. Marina Vanier. Les Tunisiens votent ce dimanche 21 décembre pour choisir leur président. Le scrutin oppose le président sortant Moncef Marzouki au favori Béji Caïd Essebsi, 87 ans, arrivé en tête au premier tour du 23 novembre 2014. Son parti Nida Tounes a déjà obtenu la majorité relative à l'Assemblée, ouvrant la voie aux négociations en vue d'une majorité absolue. Cette élection marque un grand pas pour la démocratie tunisienne. Ce sera, disons, l'apothéose, dans la mesure où c'est la 3e fois que les Tunisiens, qui étaient privés d'élections libres pendant une période assez longue, durant l'ancien régime, éliront pour la première fois le président de la République au suffrage universel direct et secret, en net bien sûr, ce sera la première fois. Deuxièmement, c'est la première fois, comme j'ai dit, que les Tunisiens, en moins de 2 mois, vont aux urnes. La fin de la campagne électorale ce vendredi 19 décembre a été très tendue avec une présence importante des forces de l'ordre à Tunis. Ce second tour oppose 2 figures en Tunisie. Si Caïd Essebsi est plutôt d'une tendance libérale, Moncef Marzouki est qualifié de démocrate. Monsieur Essebsi représente quelque part la tendance libérale, la tendance aussi qui répond aux aspirations de l'identité tunisienne, de la petite et la moyenne bourgeoisie, et en même temps du camp progressiste qui le soutient. Monsieur Marzouki est plutôt, et c'est paradoxal, lui qui a toujours été un démocrate, un exilé, c'est plutôt le leader du pouvoir qui en a fait quelqu'un qui représente davantage les forces, disons, conservatrices, avec une large frange les islamistes avec lui. Le duel Essebsi-Marzouki s'annonce serré. Béji Caïd Essebsi était arrivé avec 39,46% des suffrages du premier tour, devant Moncef Marzouki qui a récolté 33,43% des voix. Le nouveau président devra prendre à bras le corps la question sécuritaire, mais aussi améliorer la situation économique de la Tunisie. En Côte d'Ivoire, la ville de Grand-Bassam abritait récemment un conseil déterminant pour la presse. À l'issue d'un atelier de 72 heures, Marie-Paul Yassé, chef de cabinet du ministre de la Communication, a annoncé la fin du Conseil national de la presse et sa transformation en une haute autorité de la presse. Concrètement, ce changement implique plus de réglementation dans le statut des journalistes et un allègement financier dans la création des groupes de presse. Les précisions de Birama Saonera. En Côte d'Ivoire, l'organe de régulation de la presse va changer de dénomination. Le gouvernement souhaite remplacer le Conseil national de la presse par la Haute autorité de la presse. Objectif, mieux organiser le secteur de l'information. Cependant, certains professionnels des médias se veulent prudents par rapport à cette décision. Nous, on espère simplement que ça ne sera pas au stade du slogan, parce que pour l'instant, le Conseil national de la presse n'a pas vraiment répondu à l'attente du monde de la presse. Quand la presse a eu des problèmes, elle n'a pas vraiment été là. Quand les journalistes sont attaqués, elle n'y prend pas position. Bon, donc on attend de voir. C'est un vœu pieux, c'est une bonne décision, mais est-ce qu'elle sera suivie des faits? Nous, on attend de voir en tout cas. Le secteur de la presse est confronté à beaucoup de difficultés. Il s'agit notamment du manque de formation et de financement ou encore des mauvaises conditions de travail des journalistes. Une situation à laquelle les autorités souhaitent trouver des solutions en mettant en place de nouvelles mesures. Des efforts ont été faits avec l'ensemble des professionnels à partir du 1er janvier. Il y aura un basculement à la convention professionnelle intégrale pour toutes les entreprises de presse sous peine de sanctions.
Et dans la perspective de cela, l'État a fait un effort exceptionnel de près d'1 milliard de francs CFA d'aide en faveur des organes de presse, des entreprises de presse. Donc, à partir du 1er janvier, on verra ce que cela va donner. Des mesures ont été également prises pour faciliter la création des entreprises de presse. Il n'est plus exigé 5 millions de francs CFA, mais plutôt 1 million de francs CFA comme capital lors de la création d'une entreprise de presse. Aussi, le gouvernement s'engage à ce que le projet de loi portant régime juridique de la presse soit adopté et voté en vue du développement de la presse ivoirienne. La Guinée peut compter sur le soutien des Nations Unies dans sa lutte contre le virus Ebola. C'est le message que tenait à faire passer le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, samedi, lors de son passage à Conakry, la capitale. Au 16 décembre, l'Organisation mondiale de la santé a recensé 7373 victimes de la fièvre hémorragique. Reportage de notre correspondant Mohamed Lamine Solano. L'ONU s'engage à endiguer Ebola aux côtés de la Guinée. Le nombre de décès dus au virus a déjà dépassé la barre des 1300 dans le pays. En visite officielle ce samedi à Conakry, le secrétaire général des Nations Unies a renouvelé au président guinéen l'appui de la communauté internationale pour contenir l'épidémie d'Ebola qui sévit dans le pays et reconstruire les services de santé sinistrés. Nous devons multiplier les activités visant à rétablir les services sociaux de base, renforcer les services de santé, soutenir l'économie et de façon générale accroître la résilience du pays. Les pays d'Afrique et du monde ont réagi de façon extraordinaire. J'invite la communauté internationale à rester mobilisée. Pour l'heure, la guerre déclarée contre le virus Ebola reste un pari à gagner pour les autorités guinéennes. Même si l'intensification de la riposte contre l'épidémie a permis de ralentir son évolution, la maladie se propage tout de même dans de nouveaux foyers et la résistance des communautés aux actions de prévention affaiblit les efforts déjà menés. Un cocktail de problèmes qui préoccupe le président guinéen. J'ai dit au secrétaire général quelles sont nos préoccupations, couper la chaîne de contamination, suivre les contacts à 100% et pouvoir aider les contacts à rester chez eux. Mais aussi la grande responsabilité du gouvernement pour la sensibilisation et pour qu'il n'y ait pas de résistance. En septembre dernier, les autorités sanitaires guinéennes ont annoncé un nouveau plan d'urgence pour réduire les risques de contamination de l'épidémie d'Ebola. Malgré l'accroissement des mesures de contrôle sanitaire à travers le pays et l'intensification de la sensibilisation sur les moyens de prévention du virus Ebola, la chaîne de contamination évolue et la guerre déclarée contre l'épidémie risque d'être plus longue que prévu. 5 présidents réunis sur le sol malgache. C'est un événement historique qui s'est déroulé à huis clos vendredi 19 décembre à Ivato. À l'initiative du Conseil œcuménique des églises chrétiennes, le président actuel, Razanori Mampian, s'est entretenu avec Didier Ratsirac, Albert Zafi, André Radjoel et Marc Ravalman, arrivés sous escorte militaire car placés en résidence surveillée. Le cas de ce dernier devrait être étudié, entre autres engagements. Les précisions de Marina Vanier. 5 présidents pour réconcilier les Malgaches entre eux. La très attendue rencontre des chefs d'État a débuté ce vendredi 19 décembre 2014 à Ivato, près d'Antananarive. C'est un rêve qui se concrétise avec autour d'une même table l'actuel président Razanori Mampian avec Albert Zafi ou encore Marc Ravalomanan, actuellement résident surveillé. L'objectif de ce sommet à huis clos est d'accélérer le processus de réconciliation nationale pour mettre définitivement fin aux crises qui secouent la Grande Île depuis 1991. La réconciliation nationale est un processus que le président de la République voulait initier en personne. Et cela fait partie en fait de ses promesses. Des rencontres donc discrètes ont déjà eu lieu entre le chef de l'État et ses prédécesseurs. Les 2 derniers en date ont eu lieu au cours de la semaine dernière, notamment à Nosibé avec Marc Ravalmanana et il y a à peine 2 jours avec Ange Radjoel. Cette rencontre a été possible grâce à l'impulsion des églises réunies au sein du Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar, FFKM. Elles ont établi un principe directeur autour des 4 notions, vérité, reconnaissance des torts, repentance et pardon. Cette rencontre n'est en fait qu'une première étape dans le processus, raison pour laquelle la rencontre entre le chef de l'État et les 4 autres anciens présidents se fait à huis clos. Il s'agit de
définir clairement les bases des futures discussions et de clarifier l'objectif du processus avec, parmi les priorités, la fin des crises cycliques qui secouent le pays régulièrement. Le but n'est non pas de se répartir des postes ministériels au final, car cela n'est pas l'objectif de ce sommet, mais d'arriver à une paix sociale à travers une paix politique. Si les participants sont d'accord sur le principe de réconciliation, la mise en œuvre est sujet à débat. Les tensions restent vives entre les différents présidents qui se renvoient les responsabilités des troubles dans le pays. Mais la rencontre qui a débuté ce vendredi devrait baliser le chemin pour une réconciliation sincère entre les Malgaches. La construction de leur pays en dépend. Cela fait désormais plus d'1 an que le Sud-Soudan est en proie à des affrontements, même si les négociations sont en cours entre le président Salva Kiir et son rival, l'ancien vice-président Riek Machar. Le conflit aura fait plusieurs dizaines de milliers de victimes et près de 2 millions de déplacés. Les organisations humanitaires annoncent le chiffre de 500 000 enfants en fuite dans les États voisins, mais parfois des familles arrivent à se retrouver, comme nous le montre ce sujet de Birama Saonera. Au Sud-Soudan, les enfants sont les plus touchés par le conflit. En décembre 2013, Alice Niagaïrot, âgée de 25 ans, et ses 3 enfants ont fui les combats à bord. Alors qu'il fuyait vers un camp de l'ONU, son fils aîné a été tué par balle. 4 mois plus tard, elle a été séparée de son 2e enfant. Chanceux, l'enfant a été retrouvé par une organisation humanitaire. Après plusieurs mois, la famille s'est de nouveau réunie à Juba. Il a été emmené par voie aérienne au site civil de protection à Tompin à Juba et ils ont cru que sa mère était morte. Alors nous l'avons pris avec nous et nous avons pris soin de lui. Il souffrait de malnutrition, il était anémique. Il avait cette grande blessure infectée et il n'était pas capable de bouger son genou. Mais avec de bons soins, nous nous sommes occupés de lui et il s'est très vite remis. Selon l'UNICEF, près de 750 000 enfants ont été déplacés et plus de 320 000 ont fui vers le pays voisin. Depuis le début du conflit, environ 223 enfants séparés ou manquant à l'appel ont été retrouvés. Un ouf de soulagement pour cette mère de famille qui vient de retrouver son enfant. En collaboration avec l'UNICEF et d'autres partenaires, la mère a été retrouvée. Et après avoir découvert que son enfant était vivant, elle voulait vraiment être avec lui. Nous sommes restés avec l'enfant à poncer la blessure qui guérissait vraiment rapidement. Mais elle était si désespérée, elle voulait vraiment savoir si l'enfant était vraiment vivant ou pas. Alors finalement, une fois que la blessure était presque fermée, nous lui avons renvoyé l'enfant dans la ville de Bor. Les combats entre les forces gouvernementales et les rebelles ont tué plus de 10 000 personnes depuis le 15 janvier 2013. Environ 1 million d'enfants ont été forcés de fuir leur maison depuis l'éclatement du conflit. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.